Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si. Ça faisait un moment que je voulais tourner un épisode en extérieur et la difficulté c'était de trouver un lieu qui soit à peu près silencieux dans une grande ville. Et puis je profite de cet aspect extérieur au cours d'une marche pour parler de façon un petit peu plus spontanée parce qu'en fait je voulais me servir d'un rebond sur une actualité, pas forcément des plus passionnantes, pour présenter un concept qui peut avoir son importance dans le domaine de la thérapie, notamment de la thérapie narrative, qui est un modèle de thérapie absolument passionnant. Donc, je vais parler de l'affaire Griveaux, mais vous le verrez, ça ne sera qu'un prétexte. Alors, l'affaire Griveaux, bon, alors je le rappelle juste au cas où cette vidéo soit regardée dans très longtemps quand cette histoire aura été oubliée. Le rappel des faits, c'est que c'est l'histoire d'un type qui est un des lieutenants, on va dire, comme on dit maintenant, d'Emmanuel Macron, qui a été porte-parole du gouvernement et qui, alors qu'il est candidat à la mairie de Paris, se voit publier une vidéo qu'on dit de lui, qui a un caractère sexuel et qui est balancée sur les réseaux sociaux. À partir de là, il estime nécessaire de retirer sa candidature pour la mairie de Paris. Bon, alors sur la vidéo elle-même, effectivement, on n'y voit pas grand-chose. Alors c'est vrai que dans cette histoire, il y a un aspect étonnant, n'est-ce pas ? Ce qui nous frappe, c'est le côté branque-braque, déjanté de ce scandale, puisqu'un fou manifeste a pu avoir la peau d'un homme puissant. Car en vérité, on ne saurait imaginer personnage plus instable que le Saint-Pétersbourgeois Piotr Pawlenski, un homme qui a fait de son corps un hurlement. Dans sa Russie natale, pour protester contre le manque de liberté, on l'a vu se coudre littéralement les lèvres, on l'a vu s'enrouler dans du fil de fer barbelé, on l'a vu s'amputer d'un bout d'oreille, on l'a vu également, c'est ici, se clouer le scrotum sur la place rouge. On peut se dire, mais bon sang, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi ? Le mec a des responsabilités politiques, il sait, ayant été proche de DSK, il sait mieux que personne ce qui peut se passer si jamais des choses sont dévoilées à son sujet. Enfin, il joue à chatroulette, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été très condescendants quand même en disant, mais enfin, il n'a même pas écouté le message qu'on dit ou qu'on devrait tous dire à nos gosses, finalement. Mais laisse pas traîner ton fils. Fais attention à ce que tu publies sur Internet, tout peut être enregistré par quelqu'un d'autre, tout peut être utilisé contre toi. Et un beau jour, quelqu'un qui te veut du mal ou qui cherche à avoir des infos sur toi pourrait déterrer des informations, etc., etc. Savait-il pas, ce malheureux dont la vie privée est bafouée, que rien désormais ne se cache et qu'un moment ludique est potentiellement une faute professionnelle? Je dis que c'est un peu condescendant parce que ça fait un peu donneur de leçons, qui prétend ne jamais faire d'erreur, qui prétend ne jamais avoir de fantasmes d'adolescent, au fond, qui prétend être irréprochable. Oui, parce qu'évidemment, on peut toujours discuter de la moralité de ce qu'il fait, mais enfin, c'est pas comme si la politique n'était pas pleine de gens qui ont eu des histoires assez peu morales sur le plan sexuel. Ça permet assez facilement d'oublier que, après tout, légalement, c'est plutôt Griveaux qui est victime, au final. Non, l'aspect moral et légal, il est souligné par une excellente tribune d'Ovidie, que je vous recommande, la tribune, mais Ovidie aussi, et qui nous fait remarquer finalement que Monsieur Griveaux est victime de ce qu'on appelle aujourd'hui du revenge porn. Le revenge porn, c'est le fait de publier contre la volonté de quelqu'un, et souvent dans le but de lui nuire, une vidéo à caractère sexuel. Et c'est une agression sexuelle, c'est une agression qui est punie par la loi, qui est punie par jusqu'à 60 000 € d'amende et 2 ans de prison. Et donc en fait, ces gens-là n'avaient pas le droit de faire ça. Et il faut être clair aussi, Griveaux n'est pas la victime habituelle, typique et caractéristique de revenge porn. La plupart du temps, les personnes qui sont victimes de ça, ce sont des femmes la plupart du temps, plutôt jeunes, il y a plusieurs profils, ça peut être des jeunes femmes, et puis un ex qui se venge en publiant une vidéo qu'ils ont fait dans l'intimité. Ça peut être aussi des travailleurs ou travailleuses du sexe, qui voient leur travail et leurs vidéos publiées à leur insu. C'est parfois aussi des femmes dans le cadre de procédures de divorce, où des fois ce genre de vidéo est utilisé pour montrer je ne sais quoi, la faible moralité de ces personnes-là. Et donc c'est pas une victime caractéristique, et comme c'est un homme de pouvoir,
ben, sa parole aurait pu avoir du poids. Et moi j'aime bien la remarque intéressante, voire assez marrante, la remarque d'Ovidie qui dit, mais finalement il aurait pu dire, ben, vous savez quoi les gars, et bien sur la vidéo, ouais, c'est moi. Puis d'ailleurs je me trouve plutôt à mon avantage. D'autres questions? Ah oui, et au fait, dans l'affaire, c'est moi la victime, c'est eux les coupables, et je vais porter plainte contre eux, et ce sera un exemple et un message pour toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de choses qui devraient être interdites. Au lieu de ça, hélas, il y a une possibilité que le message qui en ressorte, c'est qu'effectivement, la victime de revenge porn est celle qui porte la honte. Et donc on a bien raison d'avoir honte et d'être désolé et de s'écraser. Bien entendu, personne n'est là pour dire quoi faire à quelqu'un qui est victime, et il faut qu'il fasse ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le plus réparateur pour lui s'il a souffert de cette affaire. Donc c'est à lui de voir ce qu'il veut privilégier et les raisons pour lesquelles il le fait. Après, il y a sûrement plein de raisons qui l'ont poussé à faire autrement. Et si ces questions-là se posent, c'est parce qu'on se dit mais pourquoi il prend cette décision-là? Après tout, il y a eu des scandales bien plus graves, il y a eu des choses bien plus illégales, bien plus immorales. Enfin, je veux dire, Griveaux, c'est pas Matzneff, quoi, hein. Il y a eu des choses bien plus importantes qui se sont passées, qui n'ont pas entraîné d'un seul coup comme ça le fait de ruiner la carrière politique entre guillemets de quelqu'un. C'est passé jusqu'à ce qu'hier, deux squatteurs d'Internet, un polémiste médecin Laurent Alexandre et un bizarre député Joachim Son-Forget relayent le libelle sur Twitter. Le lendemain, Griveaux, ce matin, a renoncé. On a cette pensée qui est vraie ou pas, j'en sais rien, hein, mais qui peut-être il aurait pu s'en débarrasser, limite d'un revers de main, enfin. Donc effectivement, si on se dit ça, c'est parce qu'on se dit qu'il n'a pas fait quelque chose de particulièrement illégal et qu'il a fait quelque chose de vaguement immoral et probablement de vaguement immature. Après, chacun ses fantasmes, même à l'âge adulte. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jugements moraux dans cette affaire qui n'avaient pas forcément sa place. Alors évidemment, on se dit, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si il s'est comporté ainsi, c'est sûrement qu'il y avait un aspect politique. Il a aussi eu le courage en Russie de mettre le feu à la porte du FSB, le successeur du KGB. Curieusement, venu chez nous, réfugié politique, il a récidivé en brûlant un jour la porte de la Banque de France. Et Piotr Pawlenski, un réfugié politique ayant fui la dictature poutiniste pour venir dénoncer en France la dictature macroniste, ce qui est beaucoup moins dangereux. Ajoutons que cet homme, depuis le réveillon de la Saint-Sylvestre, est recherché pour avoir agressé au couteau des convives d'un réveillon qui avait lieu chez son ami avocat Juan Branco, tiens, on s'en souvient, auteur l'an dernier d'un best-seller, un pamphlet contre Emmanuel Macron, et tout se retrouve, c'est contre un ami du président que Pawlenski a agi. Il n'y a pas de haine, c'est juste une petite leçon de morale, une sorte de fessée numérique de la part de deux activistes en chambre, nous imposant leur puritanisme 2.0, qui consiste à interdire à toute personne ayant envoyé un jour une vidéo de sa quéquette de se prévaloir publiquement de toute forme d'amour pour sa famille et surtout de se présenter à une élection municipale. Il ne serait pas très juste d'imaginer que cette affaire n'a pas un aspect finalement politique. Et donc là, tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer que peut-être cette publication de vidéo n'était qu'un coup de semonce, que peut-être il y avait d'autres choses, d'autres menaces. Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens qui ont pris du pouvoir sur un homme de pouvoir parce qu'ils avaient sur lui des informations. Finalement, les deux informations, c'est « il a fait ça » et l'autre information, c'est « on ne devrait pas se comporter comme ça parce que se comporter comme ça, c'est, au choix, immoral ou immature, ou etc. » C'est-à-dire qu'en fait, il a dévié d'une forme de norme. Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une thérapie qui s'est intéressée à cette question-là, notamment, c'est la thérapie narrative qui a été créée par Michael White, un thérapeute australien. Et j'y reviendrai sûrement sur la thérapie narrative, mais un aspect qui me paraît intéressant, c'est que un des sous-bassements de la pensée de White, un des sous-bassements philosophiques, on va dire, de la pensée de White, c'est notamment la pensée d'un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault. En fait, ce que Foucault décrit dans son livre Surveiller et punir, c'est une certaine évolution de la société dans laquelle la norme remplace petit à petit la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que dans la société ancienne, et il donne des exemples très historiques, le pouvoir s'impose par la loi. Et cette loi, elle est montrée, elle est démontrée. Il y a des gardiens de la loi qui surveillent et il y a des punitions pour les gens qui transgressent la loi. Il y a des punitions en place publique, il y a des tortures en place publique, des exécutions en place publique. On est très attentif au respect de la loi par un pouvoir qui s'impose. C'est une possibilité de régulation de la société qui est coûteuse, qui nécessite beaucoup de gardiens
et qui nécessitent effectivement de faire des démonstrations de force. Et puis petit à petit, le système de contrôle des individus évolue vers une norme. Une norme, finalement, c'est un savoir qu'on a sur les personnes, et si on s'éloigne de ce qu'on est censé être, on est donc déviant de la norme. Et pour avoir des normes, il faut accumuler des données. Et Foucault écrit ça à la grande époque du développement, du dossier, de la statistique, etc., de toutes ces disciplines qui mettent finalement l'être humain en chiffres, avec des règles, avec des normes. Et dit-il, finalement, quand on est dans une société de la norme, on s'auto-surveille. C'est-à-dire qu'il dit que les gardiens de la loi ont été remplacés par l'autocontrôle des individus. Finalement, on devrait être comme ci, on devrait être comme ça, on devrait... Et regardez que c'est assez juste parce que de nos jours, les souffrances des gens sont souvent de cet ordre-là. Je devrais être épanoui au travail, je devrais être plus mince et rentrer dans telle taille de maillot, je devrais être un bon père ou une bonne mère, ce qui veut dire faire cela, je devrais, mais j'y arrive pas. Je devrais être heureux avec ce que j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui s'impose à nous et qui fait qu'on se contrôle. Plus on impose des normes et plus les gens se contrôlent. Et pour faire une sorte d'analogie, il reprend un concept d'un philosophe libéral et utilitariste anglais, Jeremy Bentham, qui imagine une forme de prison qu'on appelle la prison panoptique. C'est quoi un panoptique? Eh bien, c'est une prison dans laquelle il y a une tour centrale, en fait, et autour, il y a les cellules. Et dans cette tour centrale, il y a peu de gardiens, il peut y avoir un seul gardien, ou en tout cas très peu, et ces gardiens peuvent surveiller les cellules, puisque la face des cellules, qui est face à la tour, est transparente. Il peut surveiller les cellules, il peut voir les détenus, mais les détenus ne peuvent pas le voir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas savoir s'ils sont surveillés. Et donc finalement, comme ils ne savent pas à quel moment ils sont surveillés, ils ont l'impression d'être surveillés constamment. Et quand ils sont surveillés constamment, quand ils ont l'impression d'être surveillés constamment, ils s'auto-régulent. Et je pense que Foucault le prenait comme une espèce d'allégorie d'une société qui organiserait un système de surveillance peu coûteux qui rendrait les individus dociles. Et c'est pour ça que c'était intéressant la remarque d'Ovidie sur Griveaux, dans le sens où les comportements des gens puissants, les comportements des gens vus comme puissants ont une vraie influence. Vous connaissez peut-être cette histoire sur ce qui s'est passé aux îles Fidji, c'est quand même intéressant. Il y a Anne Baker, psychologue et anthropologue anglaise, qui a fait une étude aux îles Fidji. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais aux îles Fidji, c'est un grand archipel dans lequel traditionnellement les normes de beauté ne sont pas tout à fait celles qu'elle constatait dans l'Angleterre des années 90. L'étude est en 93 et elle s'aperçoit qu'aux îles Fidji, les normes de beauté, c'est plutôt la rondeur, voire carrément la grosseur, parce que une femme grosse, une femme grasse aux îles Fidji, c'est un signe qui est associé à la fécondité, à la fertilité et à la féminité. Et en fait, elle se demande, mais alors du coup, est-ce que là-bas, il y a des troubles du comportement alimentaire, au même titre que ceux qu'on peut rencontrer chez nous? Et elle fait une grande enquête, elle se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de troubles du comportement alimentaire. Alors si, il y a de la malnutrition, il y a de l'obésité, mais il n'y a pas finalement ces troubles du comportement alimentaire qu'on en croise. La notion de régime, le mot n'existe pas. Voilà. Et alors elle revient 3 ans plus tard, elle refait les mêmes enquêtes, et là elle découvre que 74% je crois des jeunes filles, mais je vous mettrai le lien dans la description, il y a l'étude en anglais, les 3/4 en gros des jeunes filles se trouvent trop grosses ou trop grasses. La majorité d'entre elles a déjà fait un régime, et il y a je crois 20% d'entre elles qui a déjà eu recours au vomissement pour se faire maigrir. Donc on commence à voir poindre des troubles du comportement alimentaire. Mais alors que s'est-il passé entre 93 et 96? Vous le devinez, tout simplement on a installé la télé aux îles Fidji. C'était un des rares endroits du monde où il n'y avait pas encore la télé. D'ailleurs, on a su que c'était juste parce qu'il y avait une partie des îles, certaines îles avaient été moins contaminées par ce phénomène. C'était les îles où il n'y avait pas encore la télévision. Elles ont été un peu atteintes par contamination, mais peu au final. Et donc, l'époque des années 90, la télévision, notamment américaine, présente effectivement des standards de beauté qui sont la minceur, voire la maigreur. C'est l'époque des mannequins stars qui sont très très maigres. C'est l'époque des actrices qui sont très maigres, et c'est ça qu'on valorise dans les séries comme Beverly Hills, d'ailleurs, qui a été assez incriminé par l'étude. Alors il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques qui peuvent pousser à imposer une idée. Il
il y a des idéologies qui peuvent amener, pour être efficaces, une connaissance sur les gens. Et en lui donnant une signification particulière à cette connaissance, elle peut s'imposer. Un peu comme pour les habitants de Fidji, dans leur tête est entrée l'idée que les femmes belles, évoluées, modernes, blanches, etc., qui ont du succès, étaient forcément minces. Elles ont une influence sur leur façon de se voir, elles ont une influence pour remettre en question ce qu'elles sont. Et elles se sentent mal parce que c'est plus leurs intentions, leurs valeurs. C'est des valeurs qu'on veut leur imposer de l'extérieur par des personnes vues comme puissantes. Donc les personnes vues comme puissantes, les surveillants au final, ont une vraie influence. Et vous connaissez probablement l'impact du culte de la minceur et des canons de beauté sur les anorexies. Il y a quelques années m'était venue l'idée qu'il y avait une sorte de panoptique de Google. Je pense que ce qui accumule aujourd'hui le plus de données, évidemment, on le sait tous, c'est le fameux Big Data, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, etc., qui accumulent un très grand nombre de données sur nous. Et il y avait eu un bel exemple, je crois que c'était en 2012 ou 2013, il y avait eu un grand meeting de Google à Paris, et un des dirigeants de Google, alors tout le gratin était invité, un des dirigeants de Google avait dit dans quelques années, la notion de vie privée nous apparaîtra comme une anomalie. Et à l'époque, la ministre, je crois que c'était Fleur Pellerin, avait décidé de boycotter, du coup, de ne pas aller à cette réunion-là, en disant nous, on est le pays des droits de l'homme, c'est un des droits de l'homme, le droit au respect de la vie privée. Quelqu'un qui dit que la vie privée est une anomalie, on ne peut pas cautionner ça et donc on ne peut pas y aller. Alors, le dirigeant de Google en question a été interviewé. Et il dit des choses intéressantes, voire édifiantes par rapport à ce que je viens de vous dire. Et il décrit un monde dans lequel, en effet, les données sur quiconque sont si nombreuses que l'Internet tel qu'on l'ouvre semble à chacun personnalisé, à son insu et à son image, et en fonction de ce qu'on sait de lui. Il dit « Nous allons devenir de plus en plus forts au niveau de la personnalisation ». Une idée serait que de plus en plus de recherches soient effectuées en votre nom sans que vous ayez à les taper. Je pense véritablement que la plupart des gens ne souhaitent pas que Google réponde à leurs questions. Ils veulent que Google leur dise quelle est la prochaine action qu'ils devraient faire. La technologie du ciblage individuel sera si performante qu'il sera vraiment dur pour des gens de regarder ou de consommer quelque chose qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre taillé pour eux. Fin de citation. Donc là, on voit bien la personnalisation des données qui amène à influencer ce qu'on fait, ce qu'on regarde et la façon dont on se comporte. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce même bienveillant dirigeant récuse la notion de vie privée quand le journaliste l'interroge, et notamment par le biais de l'anonymat. Il récuse l'idée d'anonymat, il n'est pas favorable à ce que des choses puissent rester anonymes sur Internet, et il dit « Dans un monde de menaces asymétriques, le vrai anonymat est trop dangereux. Ce n'est pas possible de voir tel ou tel terroriste faire telle ou telle terrible chose sous le couvert d'un anonymat absolu. » Mais alors, que se passe-t-il, lui demande le journaliste, si moi j'ai envie de faire quelque chose sans que les autres gens le sachent? Et la réponse est implacable. Si vous faites quelque chose que vous souhaitez que personne ne sache, peut-être devriez-vous commencer par ne pas le faire. CQFD. Nous sommes dans le panoptique de Google, nous sommes dans le panoptique de Facebook. Nous savons que nos actes que nous y faisons sont regardés, répertoriés, et qu'on n'est pas forcément surveillé, que peut-être c'est des algorithmes, c'est des ordinateurs, mais qu'on pourrait l'être. Et c'est là toute la subtilité. Parce qu'en fait, c'est ça le panoptique. Nous ne sommes pas surveillés, mais nous pourrions l'être à n'importe quel moment. Et du coup, que faisons-nous? Nous régulons nos propres comportements. Nous faisons attention et nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, pour avoir du pouvoir, il ne s'agit plus d'avoir de la force, mais des données. Un savoir sur les autres peut permettre de définir leur identité et de leur imposer, sans le dire, une norme. Et finalement, d'une certaine manière, pas sur tout, mais en tout cas sur cet aspect-là, les idées de Foucault, qui en parlait à une époque de technologisation grandissante, trouvent un étrange, extrême, voire inquiétant écho, visionnaire écho dans ce phénomène qu'il n'a pas connu, l'Internet, le Big Data et le stockage de milliards de données. Si sans cesse, potentiellement, n'importe quand, je suis observé, surveillé par des gens en capacité de collecter des données, de vérifier mes faits et gestes, mes localisations, alors je dois faire attention.
et me surveiller. Bien sûr, certains diront, moi je m'en fiche, j'ai pas grand chose à cacher, mais j'espère que vous voyez bien là la limite de l'argument. Du coup, j'en arrive à normaliser mon comportement par moi-même, même sans loi explicite, même sans que ce soit illégal. Il n'y a pas de loi contre Griveaux. Il n'a rien fait, lui, d'illégal, mais même sans loi, on finit par se comporter tel que la norme attend de nous. Et comment se sortir de ça? Justement, c'est ce qu'on apprend en thérapie narrative. On apprend en thérapie narrative ce qui se passe quand, à force de se soumettre à une norme, ou à force de se soumettre à une norme imposée par le problème, finalement le problème aussi m'impose des idées sur moi, une dépression, une addiction m'impose des idées sur moi, comme je ne peux pas m'en sortir sans le produit, la vie est forcément négative et rien ne va bien se passer, mon corps, mes pensées m'échappent notoirement, etc. Et à force d'être soumis à quelque chose auquel on ne peut échapper, ça finit par devenir son identité. J'ai cela, je suis cela, je ne suis pas à la hauteur, mais enfin, qui a imposé finalement la hauteur. Et l'idée, c'est d'apprendre aussi comment se sortir de ça, parce qu'il faut un langage particulier. L'erreur de beaucoup de militants, l'erreur de beaucoup de gens qui dénoncent les normes et qui dénoncent comme ça ce qui s'impose en termes d'identité, font une erreur, on pourrait dire épistémologique, quelque part, c'est qu'ils pensent qu'au fond, il suffirait de dénoncer quelque chose comme étant une norme, il suffirait de dénoncer quelque chose comme étant imposé, comme étant une norme et pas une réalité, pour qu'elle s'effondre d'elle-même. Or, c'est pas du tout le cas. Il faut un langage particulier, il faut une méthode particulière. Alors, à un niveau collectif, c'est pas mon travail. À un niveau individuel, en tout cas, on voit bien clairement qu'il faut un langage particulier, une méthodologie particulière, une façon de communiquer extrêmement particulière pour se sortir d'une norme qui s'est imposée à nous. Et ce n'est pas parce qu'on a juste identifié quelque chose comme étant une construction sociale qu'on peut s'en sortir. Ça, c'est une erreur de militants et il est clair qu'il faudra trouver une autre façon de se sortir de ce genre de choses en termes sociaux. Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y aurait beaucoup à dire sur la thérapie narrative. Je reviendrai sur tout ça probablement à un autre moment. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'en referai peut-être des comme ça, sur comme si, parce que c'est comme ça. Et c'est comme si... C'est comme si, c'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne m'en vais pas, la journée sera peut-être morose, mais peut-être pas. Je suis optimiste, ça ne se voit pas, mais mon est patrie, ça ne vous sera. Je ne m'en vais pas, la journée sera peut-être morose, mais peut-être pas. Je suis optimiste, ça ne se voit pas.